le match qui a fait que ça y est, on est bon, on va être champion. C'est quand il y avait Strasbourg-Saint-Étienne à Strasbourg. C'était l'époque où Saint-Étienne était la référence. C'est l'équipe qui a un peu fait gagner la France de nouveau, hein. Toute la France habillée en vert, hein. Il y avait que les Verts, tout le monde était pour les Verts. Et les Verts viennent chez nous. Ils étaient troisième. On disputait le titre avec eux. Et on les bat normalement, 2-1. Logiquement, il y avait 36 000 personnes. Je dis pas qu'ils n'ont pas vu le jour, mais on les a dominés sans aucun problème. Et là, Dominique Rocheteau m'avait dit, bah, écoute, je crois que vous irez au bout. Il m'a dit, vous êtes fort, hein. Et c'est là, je crois que la France, de l'intérieur, comme on dit, avait compris que ces petits Strasbourgeois, ben, ils vont aller au bout. Mais nous, on sentait déjà depuis le début, depuis que Gilbert avait pris l'équipe, on pensait pas être champion, hein, parce qu'un an avant, on était encore en Ligue 2. Mais on savait qu'on était fort, on savait qu'on était costaud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. Notre légende fut un élément essentiel du seul et unique mais ô combien mémorable titre de champion de France du Racing Club de Strasbourg, dirigeant avec son mentor Jackie Novi une défense de fer et en participant aux 38 matchs de championnat cette année-là. Non content d'avoir marqué l'histoire en Alsace, notre légende a ensuite contribué à l'âge d'or d'une autre équipe de l'autre côté de la France, les Girondins de Bordeaux. Avec eux, il va exercer une domination sans partage dans une Dream Team dirigée par Aimé Jacquet, le futur sélectionneur champion du monde. Quadruple champion de France, double vainqueur de la Coupe de France, double demi-finaliste de Coupe d'Europe, ce joli palmarès ne saurait résumer l'influence de ce stopper infatigable, aussi à l'aise avec ses pieds qu'avec ses mains, puisqu'il fut champion de hand universitaire. Avec ses 18 sélections en équipe de France, cet enfant de Momenheim est rentré de plein pied aux côtés des Remeter, Gress, Eisserer, Gengini, Haus, Gemrich ou Kelbel dans le panthéon des footballeurs alsaciens. Notre légende, à qui le bleu allait si bien qu'il soit marine ou ciel, c'est bien sûr Léonard Specht. Léonard, bienvenue chez nous au sein du podcast des légendes. C'est le premier chevaucheur de tonneau qu'on a avec nous. Nous sommes ravis de t'accueillir. Mets-toi à l'aise. Essaye de siroter un bon iced tea durant cette petite période avec nous, puisqu'effectivement, on va essayer de rentrer en détail dans ta longue carrière et trouver toutes les belles anecdotes qui jalonnent cette carrière. Bonjour et merci à vous de penser à ces légendes de Strasbourg et de Bordeaux, bien sûr. Bonjour Léonard, est-ce que tu peux nous raconter comment est venue pour toi la passion du foot? Alors moi, je suis né dans un petit village à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg qui s'appelle Momenheim, 4M, c'est pas facile. Et j'habitais à côté du terrain de foot. Donc on était une grande famille, hein, on était 8 enfants. Il y en a un qui est décédé et 4 garçons. Donc mes parents qui avaient donc cette grande famille étaient tout contents de voir que les petits garçons, bah, ils étaient sur le terrain de foot. Ma mère regardait par la fenêtre, bah voilà, ils étaient là. Ça les rassurait et donc j'ai passé ma vie sur les terrains de foot. Quand je rentrais de l'école, bah, je balançais mon sac dans un coin et je partais sur le terrain de foot avec les copains du quartier. Donc ma vie, je l'ai passé sur ce terrain de foot. On faisait des coupes du monde, on faisait des matchs. C'était pas Zizou, hein, notre idole. Mon idole, c'était Gérard Rosser, D'accord. qui était un attaquant. J'étais un petit ailier, j'étais tout petit, j'étais le plus petit de ma classe. Donc mon idole, c'était Gérard Rosser, Gilles Berret. Donc je rêvais, hein, comme tous les jeunes à l'époque, je rêvais de jouer au Racing, parce que le Racing, c'était le club de l'Alsace. Je rêvais d'y jouer. Donc ma vie, c'était le foot et ma famille. Voilà les débuts. C'est pour ça que je voulais être footballeur. Même si dans une grande famille comme était ma famille, catholique, etc., dans le temps, dans chaque famille, il y avait un curé ou une bonne sœur. Et mes parents avaient décidé que, bon, bah, toi, t'es au milieu, bah, tu seras le curé. Ils voulaient bah, parce que c'était bien que toute famille catholique, bah,
un curé, une bonne sœur dans la famille. À l'époque, on écoutait les parents. Donc, à l'âge de 11 ans, ils m'ont envoyé au ce petit séminaire de Valdour. Hein, je ne sais pas si vous connaissez l'endroit. J'ai fait d'ailleurs les stages en ce moment. Quelques années plus tard, je suis revenu et je fais des stages de foot l'été. Donc, ils m'ont envoyé là-bas. Mais moi, bon, j'écoutais mes parents. J'y suis allé, mais jamais je voulais être curé. Moi, je voulais être footballeur. Donc, c'est pour ça qu'en arrivant, j'ai dit au prof de gym, j'ai dit, écoutez, moi, bon, je suis venu parce que on écoutait les parents à l'époque. Ouais. Mais moi, j'aime pas trop l'école, mais j'aime le sport. Et là, j'ai une chance extraordinaire. Hein, ce prof de gym que je vois encore de temps en temps m'a dit, écoute, nous, on va s'occuper de sport, de foot, etc. Et il m'a pris un peu sur sa coupe et j'ai organisé des matchs de foot, j'ai organisé des Jeux Olympiques. On a créé les Jeux Olympiques à Valbon. À 11 ans, je faisais que du sport. Et je pense qu'à l'époque, déjà, ça m'a donné confiance. Hein, quand on est bon quelque part, quand on est respecté quelque part, bah, c'est très bien pour les jeunes. Et ce prof de gym et cette école m'a permis d'être en confiance et puis de grandir, d'avoir des clés pour grandir. Et est-ce que tu es nettement meilleur que les autres élèves à ce moment-là? Tu sens vraiment que tu as un petit quelque chose en plus déjà? Je ne me suis pas posé la question, mais quelquefois, quand je les rencontre encore, parce qu'on se retrouve, et même mon prof de sport et puis les profs que j'avais à l'époque m'ont dit clairement que la volonté que j'avais, la motivation que j'avais pour le sport et le sport en général et le foot en particulier, me donnait un destin sportif. Hein, je faisais des crosses à l'époque, je gagnais les crosses. À l'époque, petit séminaire de Valbourg, c'était le basket, je jouais au basket, j'étais le meilleur en basket. Donc, ils voyaient en moi une motivation pour le sport, des qualités physiques sûrement qui étaient innées, au-dessus de la moyenne. Donc, ils me disaient ils me voyaient un avenir sportif. Mais moi, je voulais être footballeur, mais ils savaient que basket, je jouais au basket. Après, quand j'ai quitté Valbourg en troisième, en seconde, quand je suis allé au Saint-Étienne, qui était l'école privée, c'était le privé, j'ai joué au hand. C'est pour ça que j'étais champion de France de hand. Après, je jouais au hand. Je faisais de l'athlétisme, je gagnais les crosses. Donc, j'avais une volonté, une envie de faire quelque chose dans le sport. Le sport, c'est ma vie et c'est là-dedans que je voulais exister. Et Donc, tu étais en internat quand tu étais oui, au oui, séminaire? Oui. on était internat, on partait un mois et on revenait à la fin. Bah, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone. Quand j'arrivais, j'écrivais une lettre à mes parents. C'était le lundi. On arrivait le dimanche soir. Donc, le temps que la lettre arrive, après, ils me répondaient. J'avais la lettre 10 jours après. Donc, on communiquait par courrier. C'était pas toujours facile parce que partir à 11 ans de la famille, se retrouver dans un contexte un peu particulier de petit séminaire, c'était la rigueur. On se lève à 6 heures, on va à la messe, et tous les jours, hein, etc. C'était quand même des clés pour la vie. Hein. Et après, quand j'ai grandi, j'ai vu que dans la vie, ben, il y a des règles, il faut respecter les règles, il faut être persévérant. C'est des clés qui sont importants, hein, j'étais pas trop déboussolé quand il fallait se battre en Coupe d'Europe, dans les pays, ben, il faut se battre, on est dominé, etc. Donc, c'est quand même des clés pour la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, il faut s'accrocher, c'est pas toujours facile. Et cet internat était très dur. Je pense que j'ai pleuré plus d'une fois le soir au lit parce que j'avais envie de rentrer. Mais le sport m'a sauvé. Je crois que organiser des Jeux Olympiques. À 11 ans, j'ai organisé les Jeux Olympiques au séminaire de Valbourg. C'est-à-dire pendant une semaine, tous les élèves devaient faire une compétition sportive. Aujourd'hui encore, Ça existe encore. 5 ans après, ça existe. Les Jeux Olympiques de Valbourg existent encore. Tous les élèves du séminaire, qui est un peu plus grand maintenant, à l'époque on était peut-être 200, doivent faire pendant une semaine une compétition sportive, soit la marche. Et donc, le sport m'a permis de grandir et puis de m'armer pour la vie. Je crois que c'est important. Et c'est à quel moment que tu annonces à tes parents que tu choisis le sport plutôt que le séminaire? J'ai une chance parce que mon frère aîné, qui a 2 ans de plus que moi, était très bon aussi, très bon footballeur.
Et à un moment donné, il avait décidé avec un autre copain, bah, on va aller au Racing. Donc moi, j'étais en troisième internat, mais pour jouer au Racing, je pouvais plus être interne. Il fallait s'entraîner 2 ou 3 fois. Donc lui qui est allé au Racing, je l'ai accompagné. Donc en troisième, j'ai quitté le petit séminaire de Valbourg et j'ai dit à mes parents, bah, il faut que j'aille au Saint-Étienne, qui était aussi une école privée catholique. Ouais. Donc c'était une D'accord. logique. C'était une logique. Et je suis allé au Racing, hein, où je m'entraînais 2 ou 3 fois par semaine. Et donc, mais ils ont compris. Je pense qu'ils commençaient à comprendre que bah, c'est pas lui qui sera le curé De la de la famille. famille, mais il fera quelque chose d'intéressant. Je pense qu'ils l'ont compris très vite. Quand tu pars justement en troisième et tu quittes le séminaire, à ce moment-là, le sport, c'est ta passion. Est-ce que tu te projettes comme footballeur professionnel ou tu sais juste que tu vas travailler dans le sport, que tu vas faire du sport? Comment? Ah ben, je voulais être footballeur. Mon idole, c'était Gérard Rosser. D'accord. Donc, je voulais être il y a aucun souci, je voulais être footballeur professionnel et je suis arrivé au Racing. C'était pas évident de venir d'un petit village de Momenheim, aller dans ce Racing où il y avait des Strasbourgeois, etc. De venir jouer. J'étais remplaçant au départ. J'étais petit ailier de poche dans mon village, donc j'étais quelquefois remplaçant quand j'ai pas joué. C'était les cadets à l'époque. Il y avait pas tellement, ça s'appelait pas les -15 ou -17, c'était les cadets. J'étais remplaçant, mais même remplaçant, j'ai dit j'y arriverai. Hein, je pense que c'est la persévérance, c'est quelque chose qui est important dans tous les métiers, hein, et surtout dans le métier d'un sportif. J'étais remplaçant, il faut jamais laisser tomber, il faut être persévérant. Et ça, je pense que cette qualité-là, je voulais être footballeur professionnel. Et après, bon, ça s'est enchaîné. Après, il y avait un entraîneur des jeunes qui s'appelait Jacques Berthomier. Bon, les foot le connaissent. Ils m'ont dit, ben écoute, aujourd'hui, il y avait un match, mon défenseur central, mon stopper est absent parce qu'il était blessé. Tu joues stopper. Et il se trouve que j'ai fait un très bon match comme stopper. J'avais grandi un petit peu. La dernière année, j'avais grandi. J'ai fait un très bon match comme stopper. Il m'a dit, bah écoute, il est encore absent un mois, tu joueras stopper. Et j'ai joué et j'ai pu quitter le poste de stopper à l'époque, qui était un poste d'abnégation. Il fallait marquer l'avant-centre, il fallait Touchais pas beaucoup de ballons, hein. Il y a certains matchs où tu touchais quasiment jamais le ballon quand tu étais stopper. Exactement. Mais après, je le touchais quand même parce que j'avais envie de jouer au ballon. Ouais. J'avais peut-être ce plus, hein, et à Strasbourg avec Gilbert Gress, il fallait jouer, il fallait participer. Et Jacquet, quand il est venu me chercher à Strasbourg, il m'a dit que je te prends parce que tu sors bien la balle, parce qu'on a besoin. Il y avait Kourichi, je crois, qui jouait. Hein, il avait un petit peu des problèmes pour sortir la balle. Il a dit, il faut qu'on te prenne toi parce que la balle sortira proprement. Et donc, j'avais toujours envie de toucher le ballon, de jouer. Bien sûr, rigoureux, mais je participais déjà plus que d'autres stoppeurs de cette époque. C'était quoi les qualités vraiment de Léonard Spech quand tu es en seconde, quand tu es à cet âge-là, 14-15 ans, c'est quoi les grosses qualités de sportif que tu as? Moi, je pense que les qualités, c'est l'éducation. La famille, c'est des valeurs. Il faut travailler, il faut être le premier, il faut être persévérant, donc c'est des qualités un peu de persévérance, de collectif, d'altruisme, tout ça, c'est quelque chose que mes parents, que mes parents, on est une grande famille. Vous savez, on n'était pas les plus riches du village, au contraire. Mais au milieu du mois, bon, on avait du mal à finir le mois, mais on se serrait les coudes. On était très forts parce qu'on était unis. Hein, puis on avait l'amour des parents, bien sûr, ça n'a pas de prix, mais on était unis, on était solidaires. Et cette qualité-là, je pense que dans le monde du sport et de l'entreprise, parce qu'après, dans le monde de l'entreprise, j'ai vu que cette qualité de solidarité, de persévérance, d'altruisme est important aussi pour passer les caps difficiles. Parce que dans la vie, on a souvent des caps difficiles, mais si on laisse tomber, c'est plus difficile de remonter. Il faut toujours s'accrocher. Et cette valeur d'effort, de faire des efforts, de solidarité, c'est quelque chose que mes parents m'ont donné et qui, après, dans ma vie à l'école et puis
dans le sport et puis dans le métier de l'entreprise. C'est des qualités, des valeurs qui sont importantes. C'est des clés pour passer la vie. On est moins déçu, on est moins frustré, hein, parce qu'il faut s'accrocher. Donc, je crois que c'était des qualités un peu d'effort, de rigueur, de respect des autres, de respect de ce qu'on te demande, et ce que j'avais déjà et que beaucoup de joueurs ont. Est-ce que tes parents étaient fans du Racing? À l'époque, mon père était footballeur, mais il jouait dans un petit village à Wittersheim. C'était pas le meilleur. Tous les gens dans ces villages-là étaient le Racing. C'était déjà quelque chose. Tout le village parlait, qu'on soit footballeur ou passionné tout le monde parlait du Racing comme aujourd'hui. Donc le Racing représentait quelque chose. Et quand je suis allé au Racing, les premiers mois ou les premières années, mon père, il n'avait plus le droit d'aller au bistrot boire un verre parce que j'avais quitté le petit village. Après l'église à 10h le dimanche, il allait boire un apéro. Avant, quand je suis allé au Racing à 15 ans, 16 ans, il pouvait plus. Mais après, quand j'ai joué le premier match en pro, ben ça y est, là, il était de nouveau le bienvenu dans le bistrot du village après la messe du dimanche. Donc tous les gens étaient le Racing, c'est une institution. On en parle du nord au sud de l'Alsace, et à l'époque, ils jouaient. C'était quand même quelque chose. C'était l'aboutissement d'un rêve de gamin. Alors justement, quand tu fais ton premier match, alors on va un petit peu aller en avance rapide, mais quand tu fais ton premier match pro avec le Racing, est-ce que ça te procure des émotions particulières à tes parents? Je pense, ouais, je pense qu'ils sont fiers. Ils sont fiers, mais ils le disent pas à l'époque. Bien sûr. On ne dit pas ça. Mais je pense qu'ils étaient fiers. Mon père, il allait au match. Hein. Bon, et là, il avait beaucoup de chauffeurs. Il n'avait pas le permis, donc au début, pour m'emmener au match, il y avait pas beaucoup de monde. Hein. Ma sœur avait le permis. Et le train. Hein, quand j'étais au Saint-Étienne, je prenais le train le matin à Momenheim à 6h. Hein. J'avais le vélo à la gare, donc je prenais le vélo, j'allais au Saint-Étienne, faisais mes cours, et le soir à 5h du vélo, j'allais à la Canardière, m'entraîner, et après à 10h, je rentrais en vélo, je prenais le train, qu'il pleuve, qu'il vente, je faisais ça régulièrement, 3 fois par semaine. Mais c'était pas un problème, on le faisait. J'avais envie de le faire. Quand je raconte ça souvent à mes enfants, petits-enfants, j'ose pas parce qu'ils me disent, mais il raconte des conneries, c'est pas possible. Mais on l'a fait. C'était comme ça. Donc je pense qu'ils étaient fiers. Ils ont vu que j'avais fait des efforts. Hein. Ils ont vu que ça se fait pas comme ça. Même si quand je suis allé au Saint-Étienne en France, mon père m'a dit, tant que tu n'auras pas le bac, tu n'auras pas le droit de faire footballeur. J'ai fait le bac parce qu'il fallait, pour faire plaisir à mon père, mais après c'était difficile de continuer les études, même si j'ai essayé pendant une année de faire du droit, mais c'était compliqué. Donc je pense qu'ils étaient fiers. Surtout mon père, et maintenant, quand il allait au match, ben, il était assis dans la tribune d'honneur, etc. On le saluait. C'était plus le petit cheminot du village, hein, qui travaillait à mi-temps à SNCF, et puis les autres après-midi, ben, faisaient son jardin, et élevait des moutons pour élever la famille. Maintenant, et donc il était content. Je pense qu'il était fier. Et on a eu beaucoup effectivement de joueurs de ta période, et souvent quand on évoque justement les parents et le père, il y a à la fois il y a plusieurs cas de figure, mais il y a toujours une relation très spécifique avec les parents, que ce soit avec la mère ou avec le père. Il y a toujours cette relation, et le foot et l'apprentissage du foot a toujours une connotation familiale quelque part, que ce soit pour prouver quelque chose dans le cadre de l'affiliation, etc. Toi, quand tu as des moments de fierté sur le terrain, tu penses plutôt à ta mère, tu penses plutôt à ton père? C'est quoi les sentiments qui te poussent à cet âge-là et un peu après? T'es jeune, tu penses pas tellement à ça. Je crois que j'y ai pas vraiment pensé.
mais je pense pas plus ni plus à l'un ni plus à l'autre. Mais je leur dis quand même, j'ai quand même eu une chance parce que ils m'ont donné quelques clés importantes pour la vie. Par exemple, mon père, quand on n'avait rien, quand je voulais quelque chose, il me disait, écoute, il faut que tu travailles pour l'avoir. Moi, je peux pas te le donner. Et je pense que ça, c'est une fantastique clé pour la vie. Et puis, on avait quelque chose, tous mes frères et mes sœurs, quelque chose qui n'a pas de prix, c'est l'amour des parents. Ils le disaient pas, ça se disait pas, mais nos parents faisaient tout pour nous. Ils nous aimaient. Donc ça, c'est des choses qui, quand vous avez l'amour des parents et quand vous savez qu'il faut se battre pour exister, vous avez gagné. Enfin, vous n'avez pas gagné, mais votre vie ne vous décevra pas. Vous serez jamais frustré. Il faut s'accrocher. Et ça, c'est les parents qui vous le donnent. Souvent, quand je suis arrivé au Racing, j'étais le petit garçon du village. Je suis arrivé chez des gens qui habitaient Neudorf, etc. Ils étaient assez aisés, des médecins, des architectes, etc. Mais je trouve qu'ils avaient tout. Ces enfants-là, ils avaient tout. Ils avaient le papa qui les conduisait. Ils avaient une chambre bien rangée, etc. J'avais jamais. Mais je ne sais pas si c'est le plus important pour la vie, tout ça. Hein, donc moi, j'avais ce que je pense toujours qui est important, c'est des clés. L'amour des parents, c'est quelque chose qui est important qu'aujourd'hui peut-être les jeunes générations ne l'ont pas tout à fait ou l'ont moins. Je sais pas. Je peux rien dire. Et puis de dire si tu veux quelque chose, bon mon petit, je peux pas te le donner. Faut que tu te bouges. Pendant les vacances, je travaillais dans les Tuileries à Momenheim, je travaillais à la brasserie Météor. À l'époque, on pouvait travailler quand on était un peu plus jeune, il y avait pas encore des règles de sécurité, etc. Ouais. Je travaillais chez Météor. Je ramenais le salaire et je donnais à mes parents pour qu'on puisse faire autre chose. Mais j'étais tellement content de le faire, et mes frères et sœurs aussi, que ça posait aucun problème. Quand tu travaillais à la brasserie Météor, et t'en as pas profité pour chaparder des bières ou pour boire un peu à l'œil? Il faut savoir qu'à l'époque, Météor, vous aviez droit, pour tous salariés qui travaillaient, ils avaient droit à 4 bouteilles de 75 centilitres d'alcool par jour. Par jour. Et deux bouteilles de limonade. Normalement, on n'avait pas le droit de les emmener à la maison, mais moi, je les emmenais à mon père. Donc, pendant le mois que je travaillais à Cronenbourg, je lui faisais son stock de bière pour l'année. Donc, la limonade, je la buvais. Et encore aujourd'hui, quand je rencontre Monsieur Hague, le patron je lui dis que je l'emmenais, il a dit, c'est pas grave. Normalement, on n'a pas le droit. Il y a prescription de toute façon. Mais tout le monde le faisait plus ou moins. Mais c'est vrai que il y en a qui buvaient ça, des salariés qui buvaient sans problème. Mais ils faisaient tellement d'heures, ils venaient souvent tôt le matin, etc. Surtout la période d'été, où c'est quand même la grande période pour la bière. Donc, j'y allais le matin en vélo. Orfelden, Momenheim, ça faisait dizaines de kilomètres. Je partais le matin en vélo. À midi, je rentrais, j'emmenais les bières et je rentrais manger à la maison. Et à 1h, je rentrais le soir. Mais tout ça fait que je faisais du sport, au niveau cardio-vasculaire. C'était déjà un très bel entraînement. C'était de la préformation pour le sportif. Ouais, et puis un peu de carbo-loading avec la bière, c'était parfait. À l'époque, je ne buvais pas de bière. Mais avant d'aller... Non, mais il y a prescription, Léonard, il y a prescription. Non, nous avouer que... mes amis, et puis mon épouse, vous pourrez lui poser la question, je ne buvais pas trop d'alcool avant. Je ne buvais pas d'alcool. Mais en arrivant à Bordeaux, et tous ses copains, il m'a dit, mais c'est pas possible. Mais c'est le seul Alsacien qui prend pas de bière. Non, mais si tu peux pas jouer à Bordeaux si tu t'intéresses pas au vin de Bordeaux. On en parlera peut-être plus tard. Bah oui, évidemment. Il va initier assez tard parce qu'il appelait ça de l'art. Alors, est-ce que tu étais le meilleur footballeur dans la famille Specht? Parce que tu as 3 frères qui ont joué en 3e ou 4e division, je crois. Oui. Est-ce que c'était toi le meilleur? Il paraît que l'aîné était le meilleur. C'est ce que disent les anciens. Ouais. Il était sûrement pas le meilleur parce qu'il n'est pas passé. Ce que vous appelez, il n'est pas passé pro. Il a dû faire un match en pro. Il a joué en équipe 2. On parlait avant de persévérance, de goût de l'effort, etc. Il avait peut-être ça un peu moins que moi. Mais tous les anciens disent que c'était un très grand footballeur. Et même aujourd'hui, en alsacien, ils disent, je ne sais pas si vous parlez alsacien,
de Szépesdöpösköven, ça veut dire Cep, était le meilleur de la famille. Donc, et mes deux autres frères aussi étaient de très bons footballeurs. Pour jouer à leur niveau, il fallait déjà être bon. Disons, c'est celui qui a réussi à faire une carrière de footballeur. Et comment t'es accueilli au club de Strasbourg et quand tu montes les échelons, est-ce qu'il y a la bienveillance de la part des anciens vis-à-vis de toi? Il y a un peu d'arrogance? Comment ça se passe ton intégration dans le club du Racing? À l'époque, il n'y avait pas de centre de formation encore. C'était juste avant. Georges Boulogne a créé les centres. Non, mais je suis arrivé en cadet, donc j'étais pas le meilleur. Disons, j'étais pas le meilleur. J'étais remplaçant. Après, je jouais stopper. Il y avait au niveau des cadets, il y avait des jeunes, il y avait des joueurs qui étaient mieux que moi. Disons, on voyait pour certains des avenirs de footballeurs professionnels plutôt que moi. Donc, j'ai grandi un peu dans l'ombre, pas dans l'ombre, mais je faisais d'ombre à personne au début. Donc, ce qui est pas plus mal, quelquefois. Donc, j'ai grandi. Après, j'ai joué en junior. Et il se trouve que ce fameux match Strasbourg-Metz, le premier match que j'ai dû faire, il y a le Dieter Hackel qui était allemand. Et on avait droit qu'à deux Allemands, je crois. Alors, il y avait Van Haren et Libuda qui ont joué. Donc, Dieter Hackel ne pouvait pas jouer. Ils m'ont appelé, Collège Saint-Étienne. Et donc, je suis venu, j'ai joué. Et puis, Novotarski, qui était l'entraîneur, a trouvé que j'ai fait un bon match et a continué à me faire jouer. C'était pas encore comme aujourd'hui. Je crois que on joue. J'étais bien accueilli par les anciens. Je reconnais. Il y avait Marco Molitor, qui était un ancien de Saint-Étienne, au collège Saint-Étienne, un ancien strasbourgeois, donc qui m'a bien accueilli. D'ailleurs, je partageais sa chambre quand on voyageait. Donc, j'étais bien accueilli. J'avais la confiance de Casimir Novotarski, qui était l'entraîneur. Vraiment, je pense que ça s'est vraiment bien passé. C'est arrivé tout naturellement. Je pense pas que c'est arrivé d'un coup. J'étais pas Platini, je faisais pas gagner des matchs. Je faisais de temps en temps, quelquefois qu'on n'en prenne pas de but. Donc, c'est déjà pas mal. Mais je crois que cette progression s'est faite tranquillement. Bien sûr, c'était dans le Nouvel Alsacien, le journal local. Et les DNA, mes parents l'avaient pas. Ils avaient juste ce Nouvel Alsacien en allemand à l'époque, encore à l'époque. Guillaume, DNA, c'est les dernières nouvelles d'Alsace. Hein, c'est le quotidien de référence avec le dossier sportif. Donc, on parlait de moi. J'existais localement. On se rend pas, quand on est dans le feu de l'action, on se rend pas toujours compte de ce qui vous arrive. Hein, donc, j'étais content de jouer. Je me souviens, je jouais à Marseille. Un jour, on avait joué à Marseille le dimanche soir à 17h. J'ai pris le train à 11h. Le lendemain matin à 8h, j'étais à Strasbourg. Je suis allé à Saint-Étienne parce que j'ai eu un cours de philo à 9h. Donc, moi, je continuais ma vie tranquillement. Mais après, c'était vrai, il fallait s'entraîner, il fallait faire autre chose. Donc, il fallait faire son métier, quoi, sa passion. Et donc, mais c'est une progression normale, logique, pas d'un coup. Et puis un défenseur sobre, plutôt dans l'ombre, c'était un peu mon caractère. D'accord. Je me mettais pas tellement à l'avant. Après, je disais pas que je suis meilleur. Tout simplement, je faisais mon boulot. Et quand tu reviens le lundi matin après ton match à Saint-Étienne, est-ce que tu es un peu accueilli comme l'enfant prodigue, enfin comme la petite star, ou tout le monde s'en fout un peu? Non, même pas. J'étais accueilli comme le copain qui a joué au hand avec les copains, qui était champion de France de hand, qui nous suivait. Parce que je joue au hand. Ouais. Hein, le samedi, j'ai peut-être joué un match de hand. Et puis, donc, j'étais accueilli comme un de leurs copains. Le prof de philo, par contre, c'est un curé qui faisait donc des cours de philosophie sur l'article. Donc, c'était bien. Il avait perdu un confrère aussi. Il avait perdu, à la fois, il était content parce qu'il y avait quelqu'un qui jouait à Strasbourg, mais de l'autre côté, il avait perdu un futur confrère. Donc, je pense qu'il était un peu. Oui. Je sais pas si je lui avais dit à l'époque. Je pensais pas lui en dire. Mais bon, mais les curés, à l'époque, dans les écoles privées catholiques notamment, il y avait beaucoup de curés. C'était des passionnés de sport. C'était des gens qui s'intéressaient un peu à la vie et en sport
en général. Non, je faisais partie c'était des copains, je voyais des copains, et puis après, j'allais m'entraîner. Je faisais une vie un peu comme eux. Ouais. Mais donc, là, tu es dans l'équipe première, tu joues en équipe première de Strasbourg. Oui. Tu gagnes pas d'argent. Non, on avait des primes de match, mais je suis stagiaire quand même. Je gagnais un peu d'argent. Ah, tu gagnes un peu d'argent à ce moment-là, quand même. Je devais être stagiaire. Je devais gagner le, 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 le SMIC stagiaire, ça devait être la moitié d'un SMIC à l'époque. Ça me payait l'essence éventuellement pour ma voiture, comme je venais d'avoir le permis, etc. J'avais une voiture. J'ai acheté une R15, ça s'appelait à l'époque, les R15. Ouais, le Renault 15. Que mon père avait acheté d'ailleurs. Mais je l'ai payé parce qu'il n'avait pas les moyens de me payer une voiture. Hein. Mais il n'avait pas le permis en plus. Il n'avait pas le permis. Il avait sa mobilette. Donc on avait le SMIC stagiaire, puis il devait être un demi-SMIC à l'époque. Quand tu fais ton premier match en équipe première, tu te souviens contre qui vous jouez? Contre Metz. Contre Metz. Et Curioni. L'avant-centre, c'était Nestor Combin. Ah, Nestor Combin, bien sûr. L'avant-centre de Metz, c'était Nestor Combin, un vieux roublard, qui était en fin de carrière, qui avait fait l'AC Milan. Et je me souviens toujours, il était très gentil avec moi. Et on avait perdu 1-0. Il m'a félicité à la fin du match, mais très roublard, et il discutait avec moi, et tout à coup, un moment, il me tirait par le maillot comme ça, et il partait, il faisait la peine, très roublard, très malin. Il y avait ça, et puis il y avait la stratégie de ceux qui mettaient aussi une petite béquille juste avant de partir. Oui, il y en a beaucoup. Le plus roublard que j'ai connu, c'était Josip Skoblar. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bien sûr, bien sûr. C'était le meilleur buteur, je crois, de Marseille. Mais quel roublard, quel tricheur, parce que ça faisait partie il vous poussait, il vous accrochait le maillot, etc. Il avait toutes les clés du métier d'attaquant. Vous lui donniez un coup, il vous en rendait deux, mais qui faisait terriblement mal. Donc, tout ça, on l'apprend quand t'es jeune. Et mon premier match avec Nestor Combin, mais il était adorable. Et après, je l'ai revu. De temps en temps, je l'ai revu avec le Variété. Et on parlait encore de ça. C'était un super souvenir. Strasbourg avait perdu 1-0. On avait perdu 1-0 ce match-là. Et tu joues avec Gérard Rosser. Justement, ce match, quel effet ça te fait de jouer avec mon idole qui a joué la Coupe du Monde 66, qui a un peu la star de l'équipe? C'est mon idole. En plus, il est d'une gentillesse. Il était d'une gentillesse extraordinaire, toujours de bons conseils. J'ai encore sa photo quand j'étais tout petit, à 9-10 ans, où il m'avait envoyé pour Léonard, Amitié sportive, Gérard Rosser. J'ai encore la photo, je la garde. Ah, c'est génial. Je lui ai montré. Et puis, après, quand j'ai pris la présidence des anciens de Strasbourg, je l'ai nommé au bureau, parce que c'était un rêve de jouer à côté de Gérard, de Gilbert, tout ça, c'était les anciennes gloires. C'était des légendes du Racing, hein. C'est des gens qui avaient joué en équipe de France. Gérard, c'était une personnalité qui avait sa place en équipe de France, qui jouait Wembley, etc. Donc ah oui, c'est fantastique. C'était un rêve et la réalisation d'un rêve de gamin. Que te dit Nowatorski avant le match? Il te fait un petit speech particulier, ou t'as pas besoin d'être mis Non, pas de speech particulier. Tu as un Nestor Combin, tu essayes de le marquer, tu joues comme en équipe 2, tu joues comme quand tu as joué en junior. Non, c'était un monsieur très bien, qui était très très humain, très très à l'écoute des gens, qui donnait vraiment confiance. J'ai eu de la chance d'avoir cet entraîneur au début. Après, il y a eu Robert Domer qui est arrivé. C'est déjà des gens qui voulaient imposer des choses, qui avaient leur façon qui était sûrement une bonne façon. Casimir Nowotarski faisait beaucoup confiance. Bien sûr, je devais marquer Nestor Combin, je devais être très très attentif au placement, mais c'était comme je l'ai dit, ces anciens, cet éducateur, parce que c'était à mon tour un éducateur, Casimir, m'ont fait confiance. Et quand vous êtes en confiance, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie, rien ne vous arrête. Vous êtes beaucoup
beaucoup plus fort, hein, que ce soit dans le sport ou plus tard dans l'entreprise. Quand vous êtes avec quelqu'un et vous le mettez en confiance, bah, 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 3, ça fait 4. Hein. Donc c'est important la confiance des gens. Quand vous arrivez à sortir, à faire que les gens donnent le maxi, ben c'est fantastique. Tu donnes l'impression d'être quelqu'un de calme, posé, rigoureux. Comment tu gérais le côté très physique, les coups, Je pense que une de mes qualités, c'est d'avoir été physique, disons. D'accord. J'étais costaud, je courais longtemps. J'étais pas très rapide. Je pense que j'étais assez bon dans le placement. Hein. J'arrivais à anticiper parce que j'étais physique. Et souvent, après, quand je montais, ils disaient attention, prenez le grand. Donc, dans ma génération, je faisais 1m82,5, j'étais parmi les grands. Donc, j'étais déjà physique. Mais une petite remarque à l'époque, dans les années 72, 73, la France gagnait pas trop et justement, on leur disait que le football français n'est peut-être pas assez physique. Les Allemands gagnaient tout, ils étaient physiques, etc. Et là, les centres de formation ont été créés justement pour apporter ce physique que les Français s'étaient toujours un peu considérés comme des bons joueurs, etc., Copa, etc., mais qui manquaient de physique, qui étaient incapables de faire des longueurs du terrain. Et là, on a créé les centres de formation. Et le début des centres de formation a fait beaucoup de dégâts parce que on a opté beaucoup sur le physique. Je me souviens, on demandait aux jeunes de faire du physique pendant 20 heures par semaine. Et il y a eu beaucoup de casses, il y a eu beaucoup de pubalgie, beaucoup de gros problèmes physiques parce que on avait un peu ce complexe de physique des Allemands, hein, qui gagnaient tout. Et après, on est devenu un peu plus scientifique, on a réduit cela. Et moi, j'étais physique. Et Gilbert Gress nous a fait faire un football assez physique, intelligent parce qu'on devait garder la balle, mais on s'entraînait énormément, on s'entraînait plus que les autres, hein, parce qu'il avait cette culture un peu allemande. Il a joué à Stuttgart. Donc, ouais, il connaissait le physique. Donc, ma chance, c'est que j'étais déjà assez costaud physiquement. Hein, dans les duels, je les gagnais. Hein, je gagnais les duels. Mais est-ce que tu avais de la roublardise en plus de ce physique? Est-ce que tu étais Je l'avais pas au départ. Au départ. Au départ, quand tu as 18 ans, 19 ans, va jouer contre Combat qui en a 35, qui a joué au Milan AC. Je pense que Skoblar, mais j'avais très vite compris quand même qu'il fallait pas se laisser faire. Hein. Skoblar, il me mettait un coup de coude, mais la deuxième fois, je me laissais pas faire. Hein. Il en prenait aussi. Hein. Il y avait pas la barre encore, il y avait pas la vidéo. Donc ça faisait aussi partie du métier, hein, c'est de s'imposer, de pas se. Et au début, bon, quand on est jeune, on est moins armé, mais après, c'est des choses qu'on apprend vite. Est-ce que il y avait des attaquants outre Josip Skoblar? Est-ce qu'il y en avait vraiment qui étaient des horreurs, qui essaient de te faire sortir de ton match, que ce soit avec des petites fautes, que ce soit avec des insultes, des trucs comme ça? Tu te souviens d'épisodes particulièrement compliqués? Les deux dont je vous ai parlé, Nestor Combin, c'était un roublard gentil, mais roublard quand même. Ouais, roublard gentil. Skoblar, c'était un roublard méchant, hein, qui était très dur. Autrement, non, je pense que j'ai pas vraiment. J'ai un ami, hein, un de mes meilleurs amis dans le foot, c'est Bernard Lacombe. Bien sûr. Nanar, contre qui j'ai joué souvent. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est l'Arlésienne de notre podcast. Toutes les personnes qui ont joué à ton époque, alors les attaquants, ils disaient que c'était leur inspiration, les défenseurs disaient que c'était leur cauchemar. Et donc on essaye de l'avoir sur le podcast. Bernard Lacombe après c'est devenu mon meilleur ami. À Bordeaux, on partageait beaucoup de choses, on le partage encore aujourd'hui. Mais c'était un garçon qui était très fort techniquement, hein. Une intelligence de déplacement, malin devant le but, très collectif, hein, dans la vie, très sur le terrain et dans la vie, très collectif, très actif. Mais il fallait pas le toucher. Hein. Nanar, si vous lui faisiez une petite faute, après il vous le rendait, et puis vous le rendez au centuple, hein. Vous le sentiez passer. Hein. Donc c'était quelqu'un de très dur aussi. Mais si vous étiez correct, il restait correct. C'est marrant.
Mais si vous le touchiez ou vous l'arrachez au maillot, etc., il n'hésitait pas à être très dur dans ces moments-là. Mais après, D'accord. c'est un garçon fantastique, un garçon avec qui on a passé des moments extraordinaires à Bordeaux. Un garçon super. Tu as 18 ans et demi, tu fais ton premier match et là, tu ne sors plus. Tu joues tous les Je matchs ne jusqu'à sors la fin plus. du championnat. Oui, je joue plusieurs années d'affilée, je crois, jusqu'en. Je suis titulaire pratiquement toujours. Ouais. Et alors, comment Une tu fois avec te. l'arrivée d'Omergue, je suis peut-être l'une ou l'autre fois sur la touche, mais je joue régulièrement. Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, le Racing est déjà un petit peu le FC Hollywood avec des tensions en interne, tout le monde qui a envie d'être le patron parce que c'est le club de la région, parce que c'est le prestige, parce que ça fait classe de dire qu'on est impliqué de près ou de loin avec le Racing. Et toi, en tant que jeune joueur, comment est-ce que tu vois ça? Je le subis. C'est vrai que Strasbourg est, on l'a toujours dit, c'est un peu le Marseille de l'Est. Hein. Ouais. Sans le Et palmarès, c'était, malheureusement, il y a eu toujours des problèmes de dirigeants, toujours. et toujours, et qui ont souvent nuit au club. Et puis, je vis ça pas au quotidien parce que ça m'intéresse pas trop, Ouais. mais je vois un jour Robert Domer qui arrive, entraîneur, euh, directeur sportif, mais il n'est pas d'accord avec Novotarski, donc Novotarski est viré, c'est Robert Domer qui prend le club, mais Gilbert Gress, qui est joueur, ne n'aime pas Robert Domer, donc il s'engueule. J'ai vu des réunions d'entraîneurs, des réunions avant l'entraînement qui duraient des heures entre Robert Domer, hein, qui disait voilà, le gardien doit dégager, hein, sur Joseph qui était l'avancante, et Joseph doit dévier de la tête pour l'attaquant qui plonge. Et d'un autre côté, on avait Gilbert qui était joueur, mais on connaît la personnalité de Gilbert qui disait non, il faut pas faire comme ça, c'est pas ça le football. Il faut partir de derrière, le gardien doit le donner au défenseur. Donc pendant des heures, ça discutait. Et puis nous, les joueurs, on regardait souvent. Et c'était pas une fois, c'est plusieurs fois. Donc ces Ouais. choses-là, ils ne font pas que le club. Alors Gilbert part, Domergue est parti. Il y a Olin qui arrive, un entraîneur hollandais aussi qui est qui est très physique, qui fait de bonnes choses. On descend en division 2 en 76, je crois, 76, 77. Ouais. Et, et là, les dirigeants à l'époque, déjà André Borg qui était déjà présent, mais Léopold, René Mechler, on était une génération d'Alsaciens, de gens, gardent cette équipe en Ligue 2. Euh, ils font venir Ivan Ozim, qui était un monstre de football, et Schilcher, deux anciens, et qui commencent à bâtir avec cette équipe. On remonte en Ligue 1, et puis bon, après, on arrive dans les années 77, 78, 79, qui sont les grandes années, du Racing. Ça dure pas longtemps, ça dure 3-4 ans. Après, il y a à nouveau la Zizanie plus haut du club. C'est un peu l'histoire du Racing, et la chance, c'est pour ça que je le dis souvent, qu'aujourd'hui, Marc Keller, depuis 12 ans qu'il a le club, au moins, il n'y a pas de Zizanie à la tête du club. Ouais, Il y a un patron qui est indiscutable, et c'est pour ça que le club existe, c'est pour ça que le club a grandi, c'est pour ça que le stade est archi plein régulièrement. Mais à l'époque, il y avait constamment de la Zizanie à la tête du club, et ça rejaillit bien sûr en dessous. Et là, j'ai vécu des années difficiles où on est descendu, on est remonté. Alors, ce que je dis souvent aux gens qui voient le Racing maintenant, c'est que c'est une période quasiment unique dans l'histoire du club. C'est-à-dire qu'il y a une certaine stabilité, il y a les supporters qui détestent pas le club parce qu'il y a cette relation amour-haine au Racing. Vous avez ceux qui adorent le Racing et ceux qui le détestent, ce qui est quand même assez rare dans certaines villes. Si, et vraiment bravo à Marc Keller, en tout cas, qui a réussi à assainir l'atmosphère bon, aussi parce que le club est parti de tellement bas que tout ce qui est venu ensuite, c'était un peu du bonus. Et donc, si je comprends Partage. bien, si je comprends bien, Gilbert Gress fait un peu un putsch, en tout cas sur le long terme, il s'oppose frontalement avec le coach de l'époque avant de revenir Avec quelques Domergue, années oui, plus oui. tard. Avec Domergue, oui, ça devait être les années 74, 75. Je n'ai Ouais. pas les dates exactes,
Non, pas un putsch, il est joueur, donc c'est pas lui le Ouais. chef, mais les discussions, alors il y a les pros de Gilbert et puis il y a les pros d'Omer, donc Et toi, ça peut t'étais pas. où dans ce... Toi qui Moi, es un peu moi, le bon moi, élève qui voulait froisser personne, j'imagine, à ce non, moment-là, mais parce que tu es moi encore j'étais assez jeune. convaincu. Est-ce que tu... J'étais Ouais, convaincu, mais je suis toujours que Gilbert avait raison, que le foot, il faut d'accord. le construire, il faut pas taper devant pour l'avancement. Ben, c'était le jeu de Joseph, je sais pas si vous vous souvenez, Joseph, avant-centre, 1,90 m, etc. Et puis Ouais. des ailiers qui débordent, qui sont. Non, mais j'étais convaincu que Gilbert avait raison, qu'il fallait construire, qu'il fallait construire le jeu comme le faisait Ajax à l'époque, qui commençait à grandir, comme le faisait le football allemand. Hein, Ouais. c'était des constructions. Donc, il fait pas le putsch, mais c'était des discussions interminables qui font que bon, on se maintient, Gilbert part et l'année d'après on descend. Donc, et après Gilbert revient comme entraîneur et là il peut mettre en place donc sa philosophie de jeu, sa vision du football où tout le monde participe. C'est le football total. Tout le monde Ouais. défend, tout le monde attaque et qui amènera donc le club à être champion de France. Alors toi, comment tu vois son arrivée et comment est-ce qu'il est différent en tant que joueur et en tant qu'entraîneur? Est-ce t'avais une certaine complicité avec lui quand tu étais joueur, que tu n'as plus quand il est entraîneur? Comment ça se passe? Ben, disons, il y avait quand même dans cette génération, dans cet effectif strasbourgeois, il y a quelques-uns qui avaient joué avec Gilbert 3 ou 4 années plus tôt quand il était joueur à Strasbourg et qui avaient joué avec lui. Et puis il est venu dans un milieu conquis. On était content qu'il arrive et comme il nous connaissait, il nous faisait confiance à 200%. On était convaincus comme toute l'équipe, comme toute l'Alsace, comme tous les dirigeants que c'était la bonne solution. Et comme c'était une grosse personnalité du football, et il a une personnalité, et il avait sa façon de faire passer. Il a été convaincu. Quand vous êtes convaincu, vous passez des messages beaucoup plus facilement que vous n'êtes pas sûr de votre affaire. Et il était vraiment sûr qu'il fallait circuler la balle, qu'il fallait être physiquement prêt, hein, qu'il fallait être physiquement costaud. Et donc, il était convaincu de son football et il l'a fait partager à cette génération de joueurs qui étaient jeunes. L'intelligence, c'est de faire des bons recrutements parce on était encadré par des très bons joueurs, Jacques Novi international, Raymond Domenech international, Roger Jouve qui était international. Donc il y avait quelques anciens qui nous encadraient. Et puis nous, euh, on en a encore parlé l'autre jour. C'était le 45e année du titre contre Metz. On avait invité l'ensemble des anciens et on en avait parlé, mais il y avait quand même des internationaux. Il y avait Dropsy, Jean-Jacques Marx avait fait un rassemblement, Raymond Domenech, Novi, moi, Jouve, Albert Gemrich, Piasecki, Ouais. Roland. Il y avait pratiquement 9 internationaux sur le terrain. Donc, il y avait quand même une belle équipe aussi. Il y Ouais. avait c'était une grosse équipe. Mais bon, il fallait encore que les joueurs jouent ensemble, faire cet amalgame entre anciens et nouveaux. C'est ce que Gilbert a parfaitement réussi. Est-ce que Gilbert est venu au 45e anniversaire ou est-ce qu'il boycotte Non, toujours Gilbert, il vient pas en ce moment. Il reviendra peut-être au 50e. D'accord. Alors juste pour les auditeurs qui sont pas familiers avec le Racing. Donc le Racing descend, remonte l'année d'après avec Gilbert Grèce, termine troisième comme promu, ce qui est quand même assez C'est bien. incroyable. Et ensuite champion de France. Euh, et si on regarde sur la longueur, il n'y a pas eu tant d'équipes un peu surprises comme ça sur les 5 ans dernières années. Il y a eu Montpellier, ok, il y a eu Lille éventuellement, mais Lille avait quand même un budget nettement supérieur à ceux du Racing. Mais Hum. finalement, des surprises comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a vraiment, c'est quand même très très rare. Strasbourg est champion de Division 2 quand il remonte en 77. En D2, on est champion de D2. Hein, c'est tout à fait juste. Et on avait un entraîneur qui s'appelait Ilek Schwartz. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein, parce que à l'époque, les dirigeants avaient pris Heinz Schilcher en 76-77 en deux pour être entraîneur-joueur. Et Ouais. Schilcher, qui avait joué à Ajax, qui est un Autrichien, hein, donc est venu, mais ça ne se passait pas très bien parce que
entraîneur-joueur, etc. Ils ont fait appel à la Léopold, à Elek Schwartz, qui était un ancien entraîneur de Benfica, de la Hollande, de Francfort, et qui était en retraite, il avait 70 ans, qui habitait à Agno, qui était complètement retiré. Et il se trouve que René Mechler, qui le connaissait, l'a appelé, et c'est lui qui nous a entraînés en Division 2 pour la montée. C'est Elek Schwartz qui nous a fait, et je me souviens parce qu'il avait 70 ans, et moi, je devais le chercher. Moi, j'habitais Momenheim. Je devais le chercher parce qu'il roulait plus en voiture. Tous les matins, je le cherchais, je l'amenais en entraînement et je le ramenais à Agno. Et c'est lui qui nous a fait monter et qui nous faisait les entraînements et qui était un homme assez extraordinaire, hein, qui avait entraîné Benfica avec Eusebio, qui avait entraîné l'équipe de Hollande, qui avait entraîné Francfort. Et quand le Racing, il y a quelques années, a joué à Coupe d'Europe à Francfort, j'ai visité le musée de Francfort où Elek Schwartz a une place importante, hein, qui était un des grands personnages de Francfort. Donc, j'ai eu la chance pendant un an d'avoir à côté de moi des grands entraîneurs qui me racontaient, comme il radotait un petit peu, il me racontait souvent les mêmes histoires. C'est une personne qui avait une culture extraordinaire, qui me parlait des Romains. Il me disait, tu vois, les Romains, quand ils étaient attaqués, ben, ils se repliaient, ils mettaient les boucliers devant, etc. Et puis, quand ils voulaient attaquer, ben, ils se dispersaient. Ben, le foot, c'est la même chose. Il a dit, quand en foot, il faut revenir derrière, etc. Donc, il avait une culture assez extraordinaire et j'ai passé des bons moments avec lui. Et vous parliez en quelle langue avec Eric Schwartz? Français. Elek Schwartz, français. Il parlait, c'était un Allemand. Je crois qu'il était né en Hongrie. Il était roumain, d'après mes informations. D'après mes informations, il était roumain. Ah, roumain, peut-être. On vérifie. Ouais, il était roumain. Il est né en Austro-Hongrie. Austro-Hongrie à Temesrekas, qui est maintenant en Roumanie. Et, des petites anecdotes, parce que vous aimez ça. Les entraînements avec Elek Schwartz, bon, comme il voulait on faisait pas trop, parce qu'un entraîneur de 70 ans à l'époque, c'était pas évident. Donc, on faisait souvent ce que Ozim et Schilcher aimaient bien, des tennis-ballons. On faisait tous les jours des tennis-ballons et la récompense du tennis-ballon, ceux qui perdaient payaient le champagne aux autres. Ah ouais, carrément. Parce que Ivan, Ozim et Schilcher, ils aimaient le champagne. Donc, on faisait beaucoup de tennis-ballon, etc. Alors, des fois, quand je rentrais avec Elek Schwartz, je dis, Monsieur Schwartz, c'est quand même, c'est pas bien parce que on aura une grande saison. Il faut pas toujours faire des tennis-ballons avec du champagne pour ceux qui gagnent. C'est pas bien. Il m'a dit, vous savez, si je dois monter, je ne peux monter qu'avec Ozim et Schilcher. Il faut que Ozim et Schilcher soient bien. Hein, Ozim, c'était un très grand joueur. C'est parmi les meilleurs joueurs du monde à l'époque. Et si j'ai Ozim et Schilcher avec nous qui sont bons, on montera. Si ils sont pas bons, on ne montera pas. Donc, il faut que je leur accorde aussi des petites choses, hein, comme le champagne. Ozim, s'il boit une bière de champagne ou deux ou trois fois dans l'entraînement, il sera pas moins bon sur le match. À l'époque déjà, j'ai vu que on fait pas toujours ce qu'on veut avec les joueurs. On doit être à l'écoute des joueurs. Et cet exemple-là, je pense qu'il avait raison parce que c'est Ozim et Schilcher qui nous ont fait monter. Une belle anecdote. Et donc, à la fin de l'année, son mandat est terminé. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est un peu âgé et du coup, il veut prendre sa retraite? Est-ce que Non, parce que Gilbert arrive et puis c'était tout à fait normal que Elek laisse la main et que Gilbert prenne la main. Donc, il y avait moins de tennis-ballon, il y avait moins de choses qui étaient prévues aux entraînements et surtout moins de champagne. Ouais, Elek, c'était un peu le Jean-Louis Gasset actuel, quoi. Il faisait la transition, mais bon, il était pas loin de la retraite, quoi. Mais très intelligent, très cultivé, qui mettait les gens en hyper confiance, les jeunes et les anciens, et c'est comme ça qu'on a des résultats, qu'on avait des résultats. Et justement, rapidement, en 78, quand Gilbert reprend la tête de Strasbourg, toi, t'es appelé en équipe de France. Ouais. Toi, t'es appelé en équipe de France. En 78, oui. Ouais. Très rapidement.
comment c'est venu justement cet appel dans une équipe de France qui commence à être solide, hein, 77, 78, c'est pas les années 60 où on ramait à récupérer 3 gars. Et là, c'est quand même une grosse équipe. Et là, t'es appelé en équipe de France. Comment ça se passe? En 77, 78, Strasbourg finit déjà troisième, donc on commence à avoir une bonne équipe, on gagne des matchs. Et puis comme stopper, j'étais régulièrement, j'avais les étoiles dans France Foot, hein, j'étais à la tête des étoiles, etc. France Football. Donc on commence à parler de moi. Et Patrice Fillot, qui jouait à l'équipe de France, on commence à être un peu plus âgé. Et donc naturellement, parce que c'était prévu, Michel Hidalgo me sélectionne contre l'Espagne. C'était en fin 1978. Novembre 78, ouais. Pour le match contre l'Espagne, c'était mon premier match. Et bon là, j'ai vraiment de la chance. Premier match, premier but, on gagne 1-0. Je marque le but et donc là, c'était vraiment le grand pas vers la notoriété parce que les médias n'étaient pas encore tellement présentes, hein. L'équipe de France, c'était vraiment la porte pour être connue. C'était télévisé sur TF1, toute la France le regardait. Et donc là, on a vu le défenseur strasbourgeois marquer de la tête et faire gagner la France 1-0. Donc c'était le grand pas vers la notoriété. Et puis un match comme ça, vous avez quelques sélections normalement qui suivent. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Alors, raconte-nous un petit peu ce qui te passe par la tête, toi qui es fan de foot, qui voulais être footballeur depuis tout petit. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Comment t'apprends d'abord que tu es sélectionné en équipe de France? Est-ce que tu Dans le journal. Dans le journal, d'accord. À l'ancienne. Bah oui, Hidalgo m'avait pas appelé, donc il m'avait sélectionné. Bon, je crois que on apprend tout par la presse, hein. Après, Ouais. j'ai appris par la presse que j'étais pas sélectionné pour 82, etc. On apprend. C'est très rare que le sélectionneur vous appelle. Hein, je l'apprends dans la presse, donc on est convoqué. Et puis c'est une belle période qui commence. Et est-ce que du coup tu invites ta famille au Parc des Princes pour le match? Mon père y allait, comme c'était un cheminot, il payait pas le train. Ouais. Même. Et donc il y allait avec un de ses amis de Momenheim. Donc il est allé au match qui était à 20h30, je crois. Donc il avait son billet. Bon, il était dans une tribune. Et puis, mais comme il devait reprendre le train je crois qu'il y avait un train de nuit à minuit, je sais pas quoi. Je l'ai juste salué à la fin du match, hein, parce que il voulait partir et puis il est rentré à la maison. Est-ce que tu as le temps de réaliser, c'est ton premier match, surtout pour un défenseur, premier match, but sur un centre de Rocheteau, vous battez l'Espagne, Oui. qui est quand même un cador à l'époque, en tout cas plus un cador que l'équipe de France, qui se relève du monde un peu raté, en tout cas par rapport au potentiel de l'équipe. Est-ce que tu as le temps de réaliser? Disons, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on réalise, quand on est dans l'action, on réalise pas, je crois. Moi, je suis content de faire mon métier. Je suis content parce qu'il y a quelque chose qui est d'extraordinaire qui arrive. Les gens dans la vie te reconnaissent maintenant. Il y a plus de courriers qui arrivent, hein, parce que tu dois signer des autographes. Donc, il y a des choses qui te passent, mais c'est pas mon moteur, tout ça. Mon moteur, c'est je fais un super métier. Je fais quelque chose que j'aime. Hein, je pense à demain. Je pense au match qui arrive. J'ai toujours essayé de penser. Je suis pas très nostalgique. Je pense toujours à demain. Demain il y a un match. Demain il y a quelque chose à faire. Et c'est que peut-être après, quand on en parle avec des amis, quand on en parle entre nous, je me suis dit tiens, j'ai quand même fait un beau truc. Mais sur le moment, on réalise pas trop. Quand on est dans l'action, je pense que parce qu'on n'a pas le temps, parce que demain il y a un match, il faut se remettre au boulot et tu peux être moins bon. Il fallait repartir avec Strasbourg, je sais pas où, à Valenciennes, je sais pas où. Je me souviens plus du match qui avait lieu après. Donc dans ma vie, j'ai souvent pensé à demain parce que je pense D'accord. que c'est bien. Hein, quand je me lève le matin, c'est rare que je pense que j'ai fait la veille. Je me dis tiens, je me lève, je fais quelque chose. Et la chance que j'ai eue, tous les matins, j'ai quelque chose à faire, quel que soit
le métier, quel que soit le moment, l'âge. Demain matin, j'ai quelque chose à faire, ce qui est, ce qui est bien, ce qui est peut-être moins bien parce que tu penses moins j'ai plein de choses dans ma cave, etc. J'ai pas le temps d'y plonger. Un jour, je me dis, tiens, je vais ouvrir les armoires pour sortir les trucs, mais je n'arrive pas. Donc, je pense à demain et je crois que c'est mon caractère, c'est ma vie. Mais sur le coup, pour vraiment répondre, c'est vrai que la vie a changé. Quand vous marquez un but avec l'équipe de France, TF1, la chaîne qui le montre, que vous êtes alsacien, demain, je vais à Momenheim, à Mingersheim, je suis plus, je suis quand même, regardez les gens vous rencontrent et puis c'est quand même la notoriété nationale. Maintenant, j'étais toujours dans le monde du foot, on me connaissait. Mais là, c'est une notoriété nationale, c'est vrai. Et dans cette équipe de France, là, quand tu démarres, est-ce qu'il y en a un qui t'impressionne plus? À l'époque, le grand joueur, c'était déjà Platini. Platini, c'était déjà une grosse personnalité qui avait le charisme, le caractère fort. Hidalgo était le sélectionneur, qui était un homme qui était bienveillant, qui était très abordable, qui vous parlait. Mais sur le terrain, le patron, c'était Michel Platini. C'était lui qui était déjà le patron. Il savait, il était intelligent, il savait où était la faiblesse de l'adversaire, il connaissait la force de ses coéquipiers. Donc c'était lui qui était très important. J'ai connu deux joueurs à ce niveau, c'est Michel, au niveau de l'équipe de France, il jouait sur le terrain comme nous quand on regarde en haut des tribunes. Il voyait plus vite, il donnait dans la course. Et puis Alain Giresse. Alain Giresse, c'était aussi un garçon qui avait cette hyper intelligence de jeu. Quand Gigi avait le ballon, tu te déplaçais, tu avais le ballon comme il fallait dans la course, et Platoche pareil. Donc c'était ces deux joueurs. Gigi est arrivé un peu plus tard, mais Platini était vraiment joueur impressionnant quand on a joué à côté de lui et une grosse personnalité. Alors, cette année 78-79, c'est un peu une année dorée pour toi. Donc, tu es appelé plein de fois en équipe de France. Tu joues les éliminatoires de l'Euro. Euh, Tu fais un super début en équipe de France, d'ailleurs. Je crois que sur tes 7 premiers matchs, vous gagnez 6 fois. À la fin de l'année, vous êtes champion avec Grèce. Donc, c'est quand même une méthode qui est un peu physiquement éreintante pour vous parce qu'ils jouent avec un groupe de 13-14 joueurs, il me semble. Il n'y a pas beaucoup de roulement. Les titulaires sont un peu toujours les mêmes. Quels sont les souvenirs de cette année incroyable? Parce que je rappelle qu'à cette époque-là, le Racing a gagné uniquement 2 titres, et 2 Coupes de France. Le dernier titre date de 66. Le Racing n'a jamais gagné le championnat. À quel moment, toi, tu te rends compte que cette vague, la vague Grèce, cette vague de joueurs locaux, de joueurs qui font un football total, va emporter ce championnat de France? À quel moment tu commences à palper ça de manière un peu plus concrète? Disons, on sent qu'on était fort parce que je crois qu'on avait fait 29 matchs sans perdre entre 77 et 78. Je crois que on était fort, on était solide, on n'avait pas peur. Donc tout ça, c'est des choses qui. Mais pour vraiment le match, j'en parle souvent, le match qui a fait que ça y est, on est bon, on va être champion, c'est quand il y avait Strasbourg-Saint-Étienne à Strasbourg. C'était l'époque où Saint-Étienne était la référence. C'est l'équipe qui a un peu fait gagner la France de nouveau. Toute la France habillée en vert. Il y avait que les Verts, tout le monde était pour les Verts. Et les Verts viennent chez nous. Ils étaient troisième. On disputait le titre avec eux. Et on les bat normalement, 2-1. Logiquement, il y avait 36 000 personnes. Je dis pas qu'ils n'ont pas vu de jour, mais on les a dominés sans aucun problème. Et là, Dominique Rocheteau m'avait dit, écoute, je crois que vous irez au bout. Il m'a dit, vous êtes fort. Et c'est là, je crois que la France, de l'intérieur, comme on dit, avait compris que ces petits Strasbourgeois, ils vont aller au bout. Mais nous, on sentait déjà depuis le début, depuis que Gilbert avait pris l'équipe, on pensait pas être champion, parce qu'un an avant, on était en Ligue 2. Mais on savait qu'on était fort, on savait qu'on était costaud. Le premier match amical, je me souviens, quand Gilbert a pris l'équipe, on jouait contre Munich, mais pas Bayern Munich, l'autre club, Munich 1860. 1860, ouais. Qui était un bon club, et on les a battus 3. On les a baladés, on a fait circuler la balle.
ils ont eu 5 août, ils sont pas mal, c'est Strasbourg. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait cet engouement. Et ce match de Saint-Étienne, là, on devait aller au bout. Et on est allé au bout. Et c'est vrai que on n'avait pas un effectif extraordinaire, mais à l'époque, il n'y avait pas de super effectif. Quand je regarde un peu les statistiques, c'est vrai que on a pratiquement. J'ai joué tous les matchs. Tu as joué 38 matchs. Je ne suis pas sorti une seconde. Ouais. Donc, quand je raconte, avec Dominique Dropsy, on était les deux, et Albert avait fait tous les matchs, mais je crois qu'il est sorti et pièce d'équipe. Donc, j'ai joué tous les matchs de Coupe d'Europe, tous les matchs de Coupe de France. Je me demandais comment on faisait. Mais après, à Bordeaux, je me souviens, en 85, pareil. Il y en avait un qui avait fait tous les matchs, c'est moi, sans sortir une seconde, avec Dropsy de nouveau. Donc, j'étais costaud peut-être physiquement, mais à l'époque, il n'y avait pas de grands effectifs. Il y avait 12, 13, 14 joueurs. Même Saint-Étienne n'avait pas tellement d'effectifs. Hein, les clubs n'avaient peut-être pas d'argent pour payer les jeux des gros effectifs. Donc, il fallait s'appuyer sur une base. Plus les règles qui faisaient que tu n'avais pas beaucoup de changements. En fait, Ouais, exact, tout à fait. Tu avais pas beaucoup. Donc pas besoin d'acheter 25 joueurs pour en avoir 13 qui sont sur le banc. Hein. C'était ça aussi, je pense. À la fin, on est allé, on gagnait, on avait une confiance extraordinaire. Les clubs avaient peur de nous. Franchement, je pense qu'ils savaient que il allait se faire secouer. La Méno était pleine, hein, donc la tribune, il y avait une tribune assise, je crois, en bois, hein, et puis le public tapait là-dessus, hein, et nous dans les vestiaires, nous on savait qu'elle tombait pas, mais le vestiaire des adversaires à côté, ils disaient, cette tribune elle va nous tomber dessus, c'est pas possible tellement ça faisait du bruit. Donc c'était quelque chose une dynamique qui nous a amené au titre de champion. Il y a une anecdote particulière, un moment où Grèce lui-même se rend compte que c'est faisable, ou est-ce qu'il reste parce que l'image qu'on a de Grèce, c'est quand même quelqu'un d'assez dur quand même avec ses joueurs. C'est pas le genre à rigoler, à faire des blagues. Est-ce qu'il y a un moment où il se relâche un petit peu, où il est un peu plus relax avec ses joueurs, ou est-ce que c'est tout le temps intensité maximale? Il y avait des moments où il était relax, je pense. Il était avec nous. Je pense il était content d'avoir cet effectif. Hein. Quelquefois, quand il se laissait un peu aller, il disait grâce à vous, je suis champion. Hein. Mais sans moi, vous n'auriez pas été champion. Donc, quelquefois, il avait des moments où il se laissait un peu, aller pendant 3 secondes, ouais. Pour dire que c'était bien. Mais non, mais c'était un gagneur. Hein. Gilbert, quand il fait quelque chose, qui joue au tarot, il veut gagner. Quand il joue au foot, il veut gagner. À l'entraînement, on faisait souvent des matchs Alsace contre Reste du Monde. Hein, sur le terrain, il y avait un petit parking avec deux petits buts. Donc, il y avait pas mal d'Alsaciens. Et lui, il jouait avec les Alsaciens contre le reste du monde. Au Psy, Novi, il y avait quand même pas mal de Mosellans. Hein. Du Guépérout qui n'étaient pas nés en Alsace, mais ils étaient naturalisés alsaciens parce qu'ils avaient vécu plus de 5 ans chez nous. Mais ils voulaient gagner. Même ces matchs-là, ils voulaient gagner et ils ne s'arrêtaient pas tant qu'il n'avait pas gagné. Donc, des fois, ça durait 2 heures, des fois, ça durait. Je soupçonne certains, les novices et les anciens, de nous laisser gagner pour que l'entraînement s'arrête. Donc, c'était un gagneur. C'est un compétiteur. Et cet esprit de compétition, il nous l'a donné. Quand vous êtes au quotidien un peu compétiteur, dans le match, vous le devenez, même si naturellement certains ne le sont pas, le deviennent. Donc, on voulait gagner. Et quand vous voulez gagner, vous devez être bon, vous devez être en confiance. Et ça, il nous l'a apporté. Donc, c'est une des qualités d'être gagneur. Hein. Quand vous allez sur le terrain et que on a perdu, je pense qu'on a très peu de chances de gagner. Et surtout, on a beaucoup de chances de perdre. Et alors, un autre. Vas-y, Guillaume. Cette victoire dans ce championnat, qui était quand même relativement disputée, elle est notamment liée à une grosse défense. C'est-à-dire que ce qui faisait la force de Strasbourg dans ces années-là, c'est pas nécessairement l'attaque, c'était principalement la défense, que pour préparer un peu cet entretien. Et Strasbourg finit meilleure défense du championnat, et c'est grâce à cette défense, donc quelque part un peu l'assise que toi t'avais développé, que ce titre a été construit.
c'est vrai. C'est vrai, il y avait de bons défenseurs. Il y avait Raymond Domenech qui était arrière gauche, et puis ceux qui connaissent Raymond Domenech, c'était un bon défenseur. Je peux vous le dire. Moi, j'étais dans l'axe, il n'y a pas beaucoup de centres qui venaient du côté gauche, parce que les ailiers, ils restaient plus de l'autre côté de la surface pour centrer. Il y avait Jacquinovi qui était quand même un grand joueur international qui a joué à Marseille. Et à droite, il y avait Jean-Jacques Mars qui a beaucoup de qualité. Mais la force de cette défense, c'est que Gilbert demandait à tout le monde de faire cet effort défensif. D'accord. Donc les attaquants, les premiers défenseurs, c'était les attaquants. Il demandait à Joël, à Albert et à Roland, dès qu'on a perdu la balle, vous revenez, vous défendez, etc. Le milieu de terrain, il y avait un milieu défensif, René Deutschmann, devant la défense. Donc c'était une grande volonté collective de défendre. Il demandait beaucoup d'efforts aux attaquants. Et c'est pour ça, c'est vrai qu'on avait la meilleure défense. On n'a pas perdu beaucoup de matchs. Je crois qu'on a dû en perdre 4, même pas sûr. 4, exactement. Oui, 4 exactement. Ouais. Donc, c'était une grande volonté défensive, même si on avait une bonne défense et un bon gardien, Dominique Dropsy. C'était pas le gardien qui vous sortait un but impossible, mais c'est un gardien qui faisait jamais de faute. Il relâchait jamais de balle. Il était toujours bien placé. Donc c'était un immense gardien. Alors justement, on parle de Domenech. Il y a deux personnages. Donc on disait, il y avait Bernard Lacombe qui revient souvent sur le programme, et l'autre c'est Raymond Domenech. Toi qui as joué avec lui, qui as eu la chance de pas être un attaquant en face de lui, comment est-ce que tu le décrirais? Est-ce qu'il est parce qu'il y a il y a deux facettes. Il y a la facette publique où il joue un petit peu de ce côté gros dur, grande gueule, provocateur. Et l'autre facette des gens qui le connaissent vraiment, qui disent que c'est quelqu'un de charmant, de cultivé, de drôle, et qui est vraiment un peu à rebours de cette image. Toi qui as joué et qui as gagné ce championnat de France avec lui, comment tu le décrirais? C'est vrai, j'ai joué avec lui à Strasbourg 2 ou 3 ans. Et je joué à Bordeaux avec lui aussi 3 ans. Donc Aimé Jacquet l'a cherché à Bordeaux pour le côté gauche. Raymond Savatou, un très bon joueur, très bon footballeur. Quand on faisait des entraînements, reprises de volée, pied gauche, pied droit, il était impressionnant. Il ratait pas beaucoup de volets, des centres. Donc techniquement très bon, bonne frappe. C'était un excellent joueur. Ça, c'est indiscutable parce qu'il n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite comme joueur Bien sûr. si ça n'avait pas été. Mais Raymond était aussi, c'est vrai, un garçon qui était très dur. Et il était très dur. Raymond, il aimait pas se faire déborder. Il aimait pas se faire dribbler. Donc c'est quelque chose qu'il aimait. Et il arrivait de verbaliser. Bon, c'était des choses. Donc moi qui ai joué avec lui pendant 6 ans, je peux vous dire que dans l'axe, vous étiez tranquille quand il y avait Raymond côté gauche. Et en plus, c'était un garçon intelligent. C'est un garçon qui était cultivé, qui pouvait être attachant dans certains domaines. Quand on lui demandait quelque chose, il était dispo. Donc, je crois que mais après, bon, il avait son caractère, il avait sa personnalité, qu'il a aussi fait arriver là où il est, parce qu'il a entraîné Mulhouse, après il a entraîné Lyon. Il a été sélectionneur de l'équipe de France. Il a eu des résultats. Donc, il y avait de l'habitude. Oui, très mauvaise, mais si vous avez le nombre de matchs gagnés, donc il était, peut-être, je ne juge pas, mais encore aujourd'hui, quand je l'ai, donc je l'ai appelé pour les 45 ans, il a dit je viens, il a eu un petit souci au dernier moment, toujours disponible, toujours prêt à rendre service. Donc, mais c'est surtout un très grand joueur. Il y a par exemple, Raymond Domenech, René Girard, que j'ai connu à Bordeaux, qui avait aussi un peu cette réputation d'être un dur sur l'homme. C'est vrai qu'il l'était. C'est comme ça, mais c'était un sacré footballeur. René, devant le but, quand on faisait des centres prises de volée, il était impressionnant. Il loupait pas, il les mettait dans la lucarne. Et dans les précisions des passes, c'était extraordinaire. C'était un très grand joueur. Alors René Girard, on l'a eu sur le programme il y a quelques semaines.
Et on est totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, je crois qu'il marque une cinquantaine de buts dans sa carrière, ce qui est quand même pas mal pour un milieu défensif. Et alors justement, j'allais l'aborder. René Girard, quand il parle de toi avec une véritable affection. On sent vraiment une très grande complicité quand il parle de ces années bordelaises, quand il parle de ce socle de joueurs solides sur lesquels il peut compter. Et il y a vraiment il y avait une grosse affection qui ressortait de ce qu'il disait. Donc on sentait qu'il y avait une très belle complicité entre vous, en tout cas. Oui, c'est juste. C'était mon voisin quand je suis parti de Strasbourg, l'Alsacien qui partait de Strasbourg pour Bordeaux. C'était pas écrit. Donc j'étais son voisin. Il m'a accueilli. Son épouse et mon épouse sont devenus amis. Donc ça joue aussi. Et puis dans le pas dans le quartier, mais dans les villes de à côté, il y avait Bernard Lacombe, il y avait Alain Giresse, Patrick Battiston. C'est des liens qui se sont créés pour la vie entre ces gens-là. Et puis René, c'était un garçon de Vauvert. C'était pas, il était plus fort que moi à la pétanque. Il buvait un pastis. C'était leur vie. Mais c'était des gens qui étaient extraordinaires, serviables, altruistes, hein, qui avaient des valeurs de respect, de respect des choses. Bien sûr, après sur le terrain, ils avaient leur caractère, mais c'est des gens honnêtes, droits, etc. Donc, on a passé des super moments avec ces gens-là. Pour revenir à cette équipe de Strasbourg avant de passer à Bordeaux, c'est intéressant parce que tous les défenseurs pratiquement de cette époque de Strasbourg sont devenus un peu entraîneurs à un moment donné. Effectivement, Raymond Domenech est devenu entraîneur, Jackie Duguay-Pérou est devenu entraîneur, toi, tu as un peu entraîné Strasbourg, et bien sûr, Arsène Wenger est devenu entraîneur, Jacques Novy est devenu entraîneur. Donc, on a quand même une équipe défensive qui avait quand même ce côté un peu entraîneur aussi. C'est marrant que pratiquement toutes les de la défense, ce qui est moins le cas des milieux ou des attaquants. C'est vrai, bah, quand on est défenseur, il faut organiser, il faut être attentif aux autres. Un attaquant n'est pas tellement obligé de regarder ce qui se passe derrière. Mais nous, si on regarde pas ce qui se passe derrière, ben, il y a un but. Donc, on est obligé d'organiser, de placer. Et puis, un entraîneur est un organisateur. Hein, il faut qu'il mette en place des choses. Il faut qu'il fasse attentif à plein de choses. L'attaquant, bon, il veut souvent marquer des buts. Hein. Je dis pas qu'il est plus égoïste que le milieu ou le défenseur, mais lui, son rôle, son objectif, c'est de marquer des buts. Donc, s'il marque pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, c'est comme ça. Par contre, défenseur, il faut être présent. Et si l'attaquant passe, il y a but, c'est plus grave. Donc, peut-être intellectuellement, où les défenseurs sont plus proches à faire cet effort collectif déjà de se former, parce qu'être entraîneur, hein, c'est une longue formation. Hein, c'est plein de diplômes à passer pendant de nombreuses années. Donc, l'attaquant pense peut-être à ça. C'est ce que j'ai fait. Moi, durant toute ma carrière, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et à la sortie, j'avais mes diplômes. Donc, peut-être les défenseurs ont plus de qualité pour ce métier d'entraîneur que peut-être l'attaquant. Maintenant, il y a Johan Cruyff, c'était un très grand entraîneur. Mais cette équipe jouait toujours hyper offensive. Jacquet était plus défenseur, c'est vrai. Aimé Jacquet. Gilbert était un attaquant. Donc, bon, mais c'est vrai que l'analyse est assez juste. J'y avais pas pensé. Alors cette fin d'année, donc vous êtes champion. Est-ce que tu te souviens d'une célébration? C'est quoi la fête la plus dingue que tu fais lors des célébrations du titre? Est-ce que tu termines dans la fontaine en face de l'hôtel de ville? On a gagné le titre à Lyon. Ouais, On gagne 3-0. 3-0. Et donc, on a passé la soirée chez Bocuse à Lyon avec les dirigeants, la délégation. Il y avait quelques invités. Et pour nous, c'était déjà un grand manger chez Bocuse, qui était déjà quelqu'un ou le seul peut-être connu des grands chefs. Et là, on a fêté, on a déjeuné parce que la saison n'était pas finie. Il fallait jouer la finale de la Coupe de France, la demi-finale de la Coupe de France contre Auxerre. Et je ne sais pas si on avait fait 0-0 à l'aller à Auxerre. On accueillait Auxerre chez nous quelques jours après. Donc, connaissant Gilbert, bon, c'est bien votre truc, mais il faut se concentrer maintenant parce que
Un gros on a, match. on a une coupe à gagner. Et donc, on a préparé cette coupe. Et malheureusement, on a fait 2-2 à domicile. Et là, on n'a pas trop fêté parce que on avait loupé. Gilbert nous en a d'ailleurs un petit peu voulu, hein, parce qu'on avait l'occasion de faire un doublé Ouais. qui aurait été Historique. encore plus historique Mm. que le titre qu'on a eu. Donc on a fini un peu la saison sur ce match nul contre Auxerre à domicile où malheureusement on n'est pas allé au Parc des Princes pour la finale. Donc on a été chez Bocuse. C'est vrai que quand on est rentré, je me souviens, je suis allé dans mon village à Mimfersheim dans un restaurant où il y avait tout le village. Mais très vite, hein, pour saluer les gens, parce que le lendemain il y avait entraînement et il y avait cette demi-finale à préparer où malheureusement on n'a pas. On était favoris. Hein, Auxerre était Ouais, c'est parce en que Auxerre était division en D2, 2, hein. était en En 2-2. On D2 a fait et 0-0. On avait fait 0-0 à Auxerre, donc on mène 2-1. On mène 2-1 je crois qu'à 2 minutes de la fin où le match était fini. Et le dernier débordement d'Auxerre, il y a un centre et puis on prend le but de 2. Et c'était les buts à l'extérieur qui comptaient double à l'époque. Et donc Auxerre était qualifié pour la finale. Donc cette saison se termine un petit peu sur une petite fausse note. déception et qui allait parce que là le recrutement s'est pas trop bien passé. Hein, j'étais pas dans le secret des dieux. Il y a un petit désaccord entre le président André Borde, qui était le président général, et Gilbert, président voulait Carlos Bianchi parce que pour marquer des buts, Albert est en partie non, non, Albert, si il est parti, Albert, il est parti, je crois à Lille ou à Bordeaux, il est parti. Donc sur le recrutement de Carlos Bianchi. Et là, les les problèmes commençaient déjà entre la présidence et la direction technique. Alors justement, c'est quand même incroyable de se dire que les vieux réflexes, les vieux démons ont pu ressortir aussi rapidement après 2 très belles saisons comme ça. Surtout quand on voit maintenant rétrospectivement le recrutement Carlos Bianchi qui était un des meilleurs buteurs dans le monde à l'époque. Il y a aussi le recrutement de François Bracci qui avait fait international français, qui avait fait plein de sélections. Joda, Ouais, Jean-François Joda, qui remplaçait exactement. Novi. Donc en tout cas sur le papier, un beau recrutement et puis une saison d'après où vous faites un très beau parcours en coupe des clubs champions. Vous Coupe êtes d'Europe, éliminé. oui, contre Vous êtes Ajax, éliminé oui. exactement. Vous revenez contre Duisbourg, je crois. Vous gagnez un match après prolongation dans une méno un peu en fusion avec ce but marqué 4 minutes avant la fin des prolongations. Donc une saison pas mal au final, mais quand même gâchée par. Alors, est-ce que tu peux, parce que j'ai un peu du mal à comprendre. Donc, moi, je dois avoir 4 ou 5 ans à l'époque. J'ai un peu du mal à comprendre ce qui peut se passer quand le club est champion, l'entraîneur est toujours là, vous vous renforcez avec des joueurs de renom en tout cas, et il y a une ambiance terrible. Il y a des manifestations, il y a des émeutes quasiment. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette période complètement dingue? Tu avais 4 ou 5 ans et t'as pas compris. Nous, on en avait plus, mais on comprenait pas non plus. D'accord. Donc, c'est vrai que c'était un peu, on sentait les problèmes arriver. Cette année, c'est passé pas facile. Hein. Ouais. C'était déjà très difficile entre Carlos qui jouait pas trop, qui était proche du président, avec ces nouveaux joueurs qui n'ont peut-être pas adhéré, Albert est parti, s'est remplacé par Carlos. Là, Novi a été remplacé par Pelin, qui n'ont pas vraiment adhéré au système de Gilbert. Et comme c'était des grosses personnalités, c'est pas évident de manager des grosses personnalités comme nous on l'était à l'arrivée. Donc, euh, ils n'étaient pas convaincus du système. Hein. Carlos, vous le faisiez pas courir comme courait Albert. Ouais. C'est pas possible. Donc, il y a eu de gros problèmes de personnes entre le président André Borde, Gilbert Resp, comme tu l'as dit. On a quand même fait une belle Coupe d'Europe. On a fini, je crois, 5e en championnat. Oui. Ce qui, dans la situation de Strasbourg, n'est pas non plus une catastrophe, hein, parce qu'il était Ouais. plus souvent derrière que devant, hein, dans l'histoire du club. Donc, on a Ouais. fini 5e en championnat et une belle Coupe d'Europe, mais on sentait que c'était cassé, qu'il y a quelque chose qui était cassé, les relations entre Gilbert
et entrée-board était cassé. Donc il fallait que l'année d'après il y a des choses qui devaient se passer. Et ça s'est passé comme ça. Il y a eu le problème avec Gilbert qui est parti, remplacé par Maxile. Et après Maxile a été remplacé par Roger Lemaire. Donc là, on était un peu rentré de nouveau dans les problèmes mains qui ont souvent nui à la vie de ce club. Et puis après, bon, moi, je suis parti aussi. Donc, mais c'est dommage parce qu'il y avait des ingrédients. Il y avait une bonne équipe, il y avait des jeunes qui étaient présents, il y avait, je pense, de l'argent, même si l'argent n'était pas encore aussi important qu'aujourd'hui. Il y avait un public, il y avait des Alsaciens qui étaient à la tête du club. Hein. Il y avait André Borde, Alain Léopold, Gilbert Glass. Mais il y avait quelque chose qui a fait que ça devait pas se passer. C'est la fin de ce premier volet avec Léonard Specht. On se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode. On parlera bien entendu de son extraordinaire expérience bordelaise. On parlera aussi de l'équipe de France, de son retour au Racing Club de Strasbourg comme entraîneur puis comme président. Ça va chauffer. Il y aura de très très belles anecdotes, de très très beaux scoops. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes.